Merci d'avoir choisi la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition du dimanche 7 juin 2026. À la une de nos actualités, en visite officielle au Gabon, le président de la refondation, le colonel Michael Randjenirine, s'est entretenu avec son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, au palais de la rénovation à Libreville. Les échanges ont porté sur le processus de réforme institutionnelle, du développement économique et du renforcement de la coopération bilatérale. À l'issue de cette rencontre, les deux chefs d'État ont fait une déclaration conjointe mettant en avant leur volonté commune de consolider les relations entre Madagascar et le Gabon. Les commentaires sont un reportage de Niter Mahavavi. Reconnu pour ses ressources naturelles et la relative solidité de son économie, souvent considéré comme l'une des plus dynamiques et structurées de la région, le Gabon se distingue parmi les pays africains. Cette visite du président de la refondation de la République de Madagascar à Libreville marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre Madagascar et le Gabon. Dans cette optique, la grande île entend explorer les opportunités de coopération et d'intensifier sa collaboration avec ce pays subsaharien dans plusieurs domaines stratégiques. C'était d'ailleurs l'objet de cette rencontre entre le chef d'État malagasy, le colonel Michael Randjenirine, et son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, au palais de la rénovation à Libreville. Outre le volet économique, le partage d'expériences en matière de transition politique et de réforme institutionnelle figurait également au cœur des discussions. Le Gabon, qui a mené entre 2023 et 2025 un processus de transition ayant conduit à l'instauration de sa 5e République, s'est dit prêt à accompagner Madagascar dans sa démarche de refondation. Nous avons prioritairement évoqué la feuille de route de la refondation en République de Madagascar. En effet, ce processus de retour à l'ordre constitutionnel doit être jalonné par des étapes institutionnelles et politiques significatives. Nous avons convenu que la tenue des élections dans un délai de 2 ans, à l'image du Gabon, sera un acte fédérateur majeur pour l'avenir de la République de Madagascar. En ce qui concerne le Gabon, j'ai témoigné de notre soutien à l'égard de Madagascar et je me ferai l'honneur de plaider en sa faveur auprès de la communauté internationale. De son côté, le président de la refondation a souligné la nécessité d'accélérer les réformes pour répondre aux défis économiques, sociaux et administratifs. Nous avons notamment échangé sur les expériences respectives en matière de transition et de refondation institutionnelle, ainsi que sur les opportunités de partenariat dans plusieurs domaines. Nous partageons la volonté de promouvoir une exploitation responsable et durable de ces ressources au bénéfice de nos peuples. Nous avons convenu de poursuivre les concertations afin d'identifier des actions concrètes et mutuellement avantageuses. J'ai aussi saisi l'occasion de cette visite pour faire part de l'état d'avancement du processus de refondation de la République de Madagascar. Le processus est l'expression d'une exigence souveraine du peuple et s'inscrit dans un cadre juridique, institutionnel et temporel clairement défini avec un mandat de 24 mois. Le calendrier de la refondation est contraignant et planifié. Il comprend la concertation nationale, la réforme du système électoral, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation d'élections libres, crédibles et transparentes d'ici décembre 2027. Notons que cette visite revêt un caractère symbolique. Il s'agit de la première visite officielle d'un président malagasy à Libreville depuis 2008, témoignant ainsi une volonté de redynamiser les relations entre les deux pays. En marge de cette visite officielle, le président de la refondation de la République de Madagascar a visité plusieurs infrastructures emblématiques au Gabon. La délégation malagasy s'est rendue entre autres à la cité Émeraude, à la baie des Rois et à la cité de la démocratie. À l'issue de cette visite, le chef d'État malagasy a salué les réalisations observées au Gabon et a exprimé son souhait de s'inspirer de l'expérience gabonaise dans le cadre du processus de refondation engagé à Madagascar.
Et puis, cette délégation malagasy, conduite par le président de la refondation, le colonel Michael Randrianirina, a quitté Libreville, capitale du Gabon, cet après-midi pour se rendre au Nigeria. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la poursuite des activités diplomatiques du chef d'État malagasy. Et puis, dans le courant de cette semaine, la Banque mondiale a remis divers équipements au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures afin de renforcer ses capacités opérationnelles. Ce département assure notamment la supervision des moyens logistiques liés à l'approvisionnement des carburants à travers le pays. À cette occasion, le chef de l'État, le colonel Michael Randrianirina, a exhorté les responsables et le personnel du ministère à faire preuve de rigueur dans la gestion des ressources publiques et à lutter contre toute forme de corruption dans le but d'améliorer la qualité des services publics. Nelson Jemasnour sur les images d'Henri Zaragousson. Le colonel Michael Randrianirina a souligné que la modernisation de l'administration constitue un levier essentiel pour améliorer la qualité des services publics. Selon lui, la performance des institutions repose à la fois sur les moyens mis à leur disposition et sur la qualité de leur gestion. À cette occasion, il a exhorté les agents du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures à renforcer la transparence dans l'exercice de leurs fonctions, à lutter contre la corruption et à garantir une égalité de traitement à l'ensemble des usagers. Le chef de l'État a également mis en avant l'importance des nouveaux équipements remis au ministère. Ces matériels devraient contribuer à répondre plus efficacement aux besoins fondamentaux de la population malagasy en matière d'énergie et d'accès à l'eau. Il a exprimé sa gratitude envers la Banque mondiale pour son accompagnement dans plusieurs secteurs stratégiques à Madagascar. Dans le domaine de l'énergie, l'institution financière soutient notamment le pays à travers le projet LEAD, doté d'un financement de 250 millions de dollars. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures est chargé du contrôle de 343 stations-service, de 37 dépôts de carburant, ainsi que de nombreux camions-citernes et navires assurant le transport des produits pétroliers à travers le territoire national. L'arrivée de ces nouveaux équipements est ainsi perçue comme un renforcement significatif des capacités opérationnelles du département. Le ministre Randrianirina Rapearmangue a invité ses collaborateurs à faire un usage responsable et efficace de ces matériels dans l'intérêt de la population malagasy. Le lot remis comprend notamment des moyens de transport et des équipements informatiques destinés à améliorer les conditions de travail et les performances de l'administration. La langue, vecteur du développement, tel est le message phare de ce mois de juin consacré à la promotion de la langue malagasy. Bien plus qu'un outil de communication, la langue constitue aussi un élément fondamental de l'identité d'une nation. Le lancement officiel de cette célébration s'est tenu lundi dernier à l'Académie malagasy de Tsimbazaza. Par son exposé intitulé Fanavozana sy fanorenana ifotony ny firenena, le professeur Rafulo Andrianevarvony a présenté plusieurs réflexions sur l'évolution du vocabulaire malagasy. Il a notamment proposé l'usage du terme Tanzavy en remplacement de Tanrazana pour désigner la patrie, estimant que cette appellation reflète davantage l'idée d'un pays construit et préservé au bénéfice des générations futures. Il a également suggéré le terme république comme désignation plus appropriée de l'État que Fanzakan, considérant que ces deux notions renvoient à des réalités distinctes. Selon lui, la langue malagasy doit poursuivre son processus de modernisation afin de mieux répondre aux enjeux contemporains. Le président de la refondation de la République, le colonel Michael Randrianirina, a rappelé l'importance de la langue malagasy dans le processus de fondation. Au-delà de sa fonction de communication, la langue constitue un élément fondamental de l'identité nationale et un facteur de différenciation entre les peuples. Il a souligné que la collaboration entre les chercheurs et les locuteurs contribue au développement et à la pérennisation de la langue malagasy. Dans cette perspective,
Tous les formulaires et documents administratifs seront désormais disponibles en version bilingue, en malagasy et en français, alors que certains n'étaient auparavant accessibles qu'en français. Le colonel Michael Randjanirin a également indiqué que de nombreuses personnalités intellectuelles et scientifiques malagasy méritent une reconnaissance accrue. Afin de valoriser leurs contributions, leurs noms seront attribués à certaines voies publiques. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir la rénovation des infrastructures de l'Académie malagasy à Tsimbazaz. Pour sa part, la présidente de l'Académie malagasy a insisté sur la nécessité de renforcer la valorisation de la langue malagasy. Son intervention a mis l'accent sur l'importance du multilinguisme, soulignant que chaque individu devrait maîtriser au moins une langue supplémentaire en plus de sa langue maternelle. Les personnes ayant bénéficié d'un parcours scolaire disposent généralement d'opportunités pour acquérir des langues étrangères. Toutefois, la langue malagasy demeure un patrimoine propre à Madagascar. Il appartient donc aux Malagasy d'en être fiers et d'en faire un véritable moteur de développement. Pour cette année, les travaux de recherche publiés par l'Académie malagasy seront intégralement rédigés en malagasy avec une attention particulière accordée aux études consacrées à la traduction. Le thème retenu pour ce mois de la langue malagasy est Ten Malagasy Manavao Sima Prayansik. Lundi dernier, le 1er juin, s'est également tenue la cérémonie d'ouverture des célébrations du 66e anniversaire de l'indépendance de Madagascar et de la création des forces armées malagasy. Était au programme levée des couleurs, lancement du mois de la langue maternelle et remise de distinction aux lauréats du concours national de littérature. Les festivités se sont poursuivies avec des animations culturelles retraçant l'histoire du pays et mettant en valeur le patrimoine malagasy. Un reportage de Sandra Rakoutorsan et de Azar Zafin. Le patriotisme comme moteur du renouveau et du développement de Madagascar a été mis à l'honneur lors du lancement officiel des célébrations marquant le 66e anniversaire du retour à l'indépendance du pays et de l'instauration des forces armées malagasy organisées sur le parvis d'Analakeli. Les festivités ont débuté le 1er juin par une cérémonie de levée des couleurs, ouvrant ainsi un mois de commémoration placé sous le signe de l'unité nationale et de la solidarité. Cette célébration constitue donc une occasion privilégiée de renforcer la cohésion entre les Malagasy et de raviver leur attachement aux valeurs patriotiques. L'événement a également été marqué par la promotion des valeurs culturelles malagasy à travers le port des tenues traditionnelles, des prestations artistiques variées et plusieurs animations mettant en avant le patrimoine national. Un spectacle de danse retraçant les grandes pages de l'histoire de Madagascar a notamment rendu hommage aux héros qui ont sacrifié leur vie par la patrie et la liberté du peuple malagasy. Cette cérémonie a aussi coïncidé avec le lancement officiel du mois de la langue malagasy, une initiative dédiée à la valorisation et à la préservation de la langue nationale. Par ailleurs, des distinctions ont été remises aux participants du concours national de littérature malagasy en reconnaissance de leur contribution à la promotion de la langue et de la culture du pays. Les activités prévues dans le cadre de la célébration de la fête nationale se poursuivront tout au long du mois de juin. Elles visent à renforcer la fierté nationale, à raviver l'esprit patriotique et à encourager l'engagement collectif en faveur du développement et de l'avenir de Madagascar. Et dans un tout autre sujet, 3 enfants albinos victimes en 14 jours. La communauté albinos s'indigne à Madagascar. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, l'enlèvement puis l'assassinat de Lantricia, une fillette de 8 mois atteinte d'albinisme à Touliard dans la soirée du 28 mai dernier. Retrouvée dans la cour d'un supposé guérisseur et de vin, son corps a été décapité et sa tête est actuellement introuvable. La communauté albinos et les autorités appellent à des peines maximales des commanditaires. Nandiane Razavdjamar nous en fait le point. Au mois de mai dernier,
3 enfants albinos ont été victimes d'enlèvement. 2 d'entre eux ont été retrouvés décapités. La petite Landricia de 18 mois a été une de ces victimes à Touliar. Bouleversés, les parents de Landricia racontent le déroulement de l'enlèvement. Des hommes armés se sont introduits de force chez nous, raconte la mère de Landricia. L'un d'entre eux, celui qui connaît mon mari, m'a ordonné de lâcher ma fille. Je refusais. Il a ordonné son complice de me menacer avec une hache. Je n'ai pu faire autrement, regrette-t-elle. Les commanditaires, ajoute-t-elle, opéraient à visage découvert. Le téléphone de l'un des ravisseurs a été retrouvé sur place, une piste qui a conduit à l'arrestation de 18 personnes. Une délégation gouvernementale s'est déplacée à Touliar lundi dernier. Tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire de l'assassinat de Landricia seront emprisonnés à Tsiafa, souligne le ministre des Forces armées, le général Eli Razaf Toumb. Selon le code pénal, les travaux forcés à perpétuité attendent les criminels dans ce cas de figure, indique le procureur près du tribunal de première instance de Touliar. 3 autres membres du gouvernement, le ministre de la Sécurité publique, le ministre de la Jeunesse et des Sports et celle chargée de la population et des solidarités, ont été dépêchés également dans la région. Principale mission, suivre de près l'enquête et mettre en œuvre des mesures de protection des albinos. Les personnes atteintes d'albinisme seront placées dans des centres d'accueil. Elles bénéficieront d'une protection sociale et de soins. En collaboration avec des ONG, les enfants auront droit à l'éducation, détaille la ministre Katia Koutnienne. Le bâtiment destiné à la formation professionnelle des femmes à Saint-Phil à Touliar abritera les albinos d'Antsimondjefan. Au niveau régional et jusque dans les communes rurales, des sensibilisations seront menées. Communication, éduquant la population locale à faire savoir essentiellement que les albinos sont des êtres humains normaux avec certaines particularités de peau. Objectif, arrêter de croire que les organes des albinos peuvent avoir des vertus particulières. Un numéro vert, le 147, a également été mis en ligne pour signaler des cas de suspicion de maltraitance ou de crimes à l'encontre des albinos. Et un mot sur l'environnement, le projet FMH ou Fitantanamar Tchaoulouenzaf intervient dans 5 aires protégées à Madagascar. Il y met en œuvre le Community Scorecard ou CSC, un outil de redevabilité sociale et de gouvernance participative destiné à améliorer la gestion de ces espaces naturels. Selon les observations, ce mécanisme contribue à une meilleure gestion des sites concernés. Tous les 6 mois, les séances du CSC permettent de formuler des recommandations concrètes suivies d'ajustements progressifs dans les modes de gestion. À chaque rencontre, les responsables des aires protégées apportent ainsi des améliorations touchant à la gouvernance locale, à la responsabilisation des communautés, ainsi qu'à l'implication et à l'appropriation des parties prenantes. Dans ce contexte, le CSC apparaît comme un outil pertinent d'évaluation et d'auto-évaluation. Son usage pourrait être étendu à l'ensemble des gestionnaires d'aires protégées afin de renforcer la performance et la transparence dans la gestion de ces espaces sensibles. Et puis, le Forum national des femmes et des jeunes femmes leaders malagasy issus des 24 régions de l'île s'est tenu avec succès à Antananarive pendant 2 jours. À l'issue de cette rencontre, les participantes ont publié une déclaration commune affirmant leur entière disponibilité à prendre part activement à la concertation nationale à venir en vue de contribuer au processus de refondation de la République de Madagascar. Un reportage de Nourson Ndemanan et de Fenra Djemalal. Les femmes leaders et jeunes femmes issues des 24 régions de Madagascar ont réaffirmé leur engagement en faveur du processus de réforme de la République à l'issue du Forum national tenu les 4 et 5 juin à Antananarive. Elles ont adopté une déclaration solennelle structurée en 8 points principaux, appelant notamment à garantir une représentation d'au moins 40% de femmes au sein de chaque entité appelée à participer à la concertation nationale. Les participantes demandent également que la future constitution prévoie des mesures concrètes, significatives et vérifiables visant
à renforcer la participation politique des femmes ainsi que l'inclusion et la lutte contre toute forme de discrimination. Déclarons solennellement ce qui suit. Toute refondation qui ne place pas l'égalité réelle entre les femmes et les hommes au cœur de la nouvelle Constitution risque d'être une refondation inachevée. Nous exigeons que la future Constitution oblige l'État à garantir l'adoption des mesures concrètes, significatives et véritables visant à renforcer la participation politique, l'inclusion et la non-discrimination des femmes. Cela doit passer par des mesures spéciales temporaires, telles que des quotas visant à accroître la participation et la représentativité des femmes dans la vie publique pour encourager, pour corriger immédiatement, indéniablement les inégalités. Nous revendiquons au moins un taux de participation de 40% de femmes dans chaque entité convoquée lors des concertations nationales. Nous exigeons l'intégration paritaire et effective des femmes expertes en la matière au sein de l'instance de rédaction de la future Constitution. Condition sine qua non pour garantir la refondation républicaine inclusive, démocratique et représentative de toute la nation. Nous affirmons notre volonté d'apporter la participation effective et souveraine à la concertation nationale pour la refondation du pays. Le ministère de la Population a rappelé la place stratégique de la femme malagasy en tant que force centrale du développement. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement un partenaire que nous remercions, c'est une main tendue, c'est une écoute attentive, c'est une présence fidèle aux côtés des femmes et des jeunes femmes de Madagascar. Sans votre appui, ce forum n'aurait peut-être été qu'une idée. Grâce à vous, il était devenu un espace vivant, vibrant, où les femmes ont osé parler, rêver, proposer et construire ensemble. Ce forum porte désormais votre empreinte, une empreinte faite de confiance, de solidarité et d'espoir. Soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, à travers le projet RPDM, renforcement des processus électoraux et démocratiques à Madagascar, l'institution a souligné son appui technique et financier à cette dynamique nationale. Parmi les acteurs les plus engagés figure l'ONG Genderlinks, qui s'inscrit pleinement dans cette dynamique. L'organisation participe activement aux activités en cours, conformément à son mandat, et intervient déjà à l'échelle du continent africain pour soutenir le leadership des femmes et des jeunes. Et restons toujours sur ce même sujet. Pour clore notre journal de ce soir, à Matsara Sud, dans le district de Mananzar, les associations féminines disposent désormais de bâtiments et d'équipements destinés au stockage et à la transformation des produits locaux. Réalisés dans le cadre du projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre, ces infrastructures ont été mises en place sous l'égide du Programme alimentaire mondial et de l'Organisation internationale du travail, contribuant ainsi au renforcement des activités économiques locales et à l'autonomisation des femmes. Marcha Malkoutou. 2 infrastructures dédiées au stockage et à la transformation des produits ont été construites à Mahatsara Sud, dans le district de Mananzar. Ces réalisations résultent d'un partenariat entre le Programme alimentaire mondial ou PAM et l'Organisation internationale du travail ou OIT dans le cadre du projet IMO, haute intensité de main-d'œuvre, fondée sur une approche de travaux rémunérés à forte mobilisation de main-d'œuvre locale. On va essayer d'utiliser la main-d'œuvre locale, créer des emplois pour les hommes et les femmes qui vivent dans la localité, surtout les jeunes, et pour d'abord les former. Donc ils reçoivent une formation, comme vous avez vu, les jeunes qui travaillent déjà. Donc ça veut dire, une fois le projet terminé, il va rester quelque chose. Il va y avoir une expertise au niveau local. Donc cette personne pourra intervenir pour l'entretien des bâtiments
parce qu'il n'y aura pas toujours le PAM et l'OIT dans le coin. Donc ça, c'est essentiel. Conçus selon les normes adaptées aux risques climatiques, notamment les cyclones et les inondations, ces bâtiments sont destinés à renforcer les capacités de production et de conservation des produits au bénéfice prioritaire des associations féminines de la localité. Le ministre du Travail et de l'Emploi a souligné le rôle essentiel de la vie associative dans la promotion du développement économique et social des communautés. Il a également invité les bénéficiaires à adopter une gestion rigoureuse de leurs ressources en privilégiant les investissements productifs et durables afin de garantir la pérennité et le développement de leurs activités. Voilà pour les essentiels des actualités de cette semaine. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce journal jusqu'à la fin. Merci également à toute l'équipe qui a réalisé et préparé ce journal. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée en compagnie de la TVM. Au revoir et à une prochaine fois.